Bonjour, dans cette vidéo, nous allons développer les théories managériales contemporaines. Après l'école classique et l'école des relations humaines, énormément de théories sont apparues depuis et qui permettent de mieux comprendre ce que recouvre réellement l'étude du management. Nous allons présenter dans cette vidéo 3 approches. Il s'agit de l'approche par les processus, l'approche systémique et la théorie de la contingence. Commençons par l'approche par les processus. Tout d'abord, le processus renvoie à une vue d'ensemble des activités de l'entreprise qui sont reliées les unes aux autres pour obtenir un objectif donné. Par exemple, le processus achat se compose des activités suivantes: l'identification du besoin d'achat, l'appel d'offres, la mise en concurrence des fournisseurs, le choix d'un fournisseur, la négociation avec le fournisseur choisi, la passation de commande, ainsi de suite, le tout dans l'objectif d'optimiser les achats. Si on revient à l'histoire des idées, en 1961, Harold Kuhns avait estimé qu'une approche par processus est la meilleure approche permettant de dégager une théorie managériale qui soit globale et synthétique. D'après ce chercheur, le champ d'étude du management s'apparente à une véritable jungle. Il y a énormément de théories et d'approches managériales. Mais Kuhns a admis que chacune de ces approches et chacune de ces théories a pu enrichir d'une manière ou d'une autre la théorie générale du management. Kuhns a publié un article détaillant l'incroyable diversité des doctrines et des théories managériales et il a procédé à un effort de classement des principales approches de management tout en accordant à l'approche par les processus une place importante. Kuhns estime que le meilleur représentant de cette approche, c'est Fayol, qui avait considéré le management comme un processus composé de plusieurs activités, à savoir la planification, l'organisation, le commandement et le contrôle. Je vous donne un exemple de processus de planification concernant les ventes. Une entreprise qui prévoit l'augmentation de ses ventes de 20%, c'est ça la première activité, la planification. Ensuite, cette entreprise doit préparer ses équipes de commerciaux, la quantité qu'ils doivent vendre, ces commerciaux par région par exemple. Il doit définir les moyens de vente. Est-ce qu'il va privilégier une promotion ou bien il va investir en publicité? C'est ça la deuxième activité qui est l'organisation. Ensuite, l'entreprise doit donner ses instructions régulièrement à ses équipes pour assurer une meilleure coordination entre les tâches des membres des équipes. C'est ça l'activité de commandement. Et enfin, l'entreprise doit vérifier que ses objectifs de départ ont été atteints. C'est ça le contrôle. L'approche par les processus a été reprise récemment comme étant un mode de management qui consiste à concevoir et gérer l'entreprise comme un ensemble d'activités et de processus et non plus comme un ensemble de fonctions ou bien de directions. Maintenant, on va parler de l'approche systémique et comment elle s'intègre au monde du management. Tout d'abord, quelle est la définition d'un système? Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'une finalité. À titre d'exemple, une cellule, une famille, une entreprise, un village, un corps sont des systèmes. De cette définition, on peut distinguer 2 types de systèmes. Un système fermé, c'est-à-dire qui n'interagit pas avec son environnement. Je vous donne un exemple. Une horloge, elle est d'abord composée d'engrenages et de divers sous-systèmes mécaniques qui ont l'objectif de donner l'heure
peu importe l'environnement externe. Qu'il fasse chaud ou froid, que la personne soit de bonne ou de mauvaise humeur, l'horloge fonctionne, mais bien sûr dans des conditions normales. Un autre exemple, bien passant au deuxième type de système, c'est le système ouvert, qui est en interaction dynamique avec son environnement. Une chose est sûre, la grande majorité des systèmes sont des systèmes ouverts, influencés par leur environnement et peuvent influencer l'environnement. Et il n'y a pas mieux que l'exemple de l'être humain. Il se compose de plusieurs éléments en interaction. Elle a un cœur, un cerveau, des organes, mais surtout, cet être humain, il est influencé par l'environnement. Si jamais il y a un changement climatique, une chute de température par exemple, peut rendre l'être humain enrhumé, ce qui entraîne la réaction de son système immunitaire. Maintenant, une précision s'impose. Analyse ou approche systémique, le système management, la théorie des systèmes, globalement, que signifient ces formules et que représentent-elles? En fait, il est à noter que c'est préférable de parler de lecture, de regard, de démarche ou d'approche systémique. En effet, la systémique est une approche globale qui permet d'observer les relations entre les éléments sans s'attarder sur les éléments eux-mêmes. La théorie des systèmes a été développée par des scientifiques pour des préoccupations loin du management et par la suite, cette approche a été transposée au monde de l'entreprise qui constitue le champ d'application du management. Et de là émergeait le principe et l'intérêt d'analyser l'entreprise comme un système, tout comme un ordinateur ou le corps d'un être humain. On peut considérer la systémique comme une autre façon de voir les choses. Le systémicien, par exemple, se centre dans son approche sur les interactions qui lient les éléments entre eux. La théorie des systèmes est une discipline qui est née aux États-Unis au début des années 50. Elle est connue et pratiquée en France depuis les années 70. Elle regroupe les démarches théoriques, pratiques et méthodologiques. De même, on peut dire de la systémique qu'elle est la rencontre de plusieurs courants de pensée, mais c'est le courant biologique représenté par von Bertalanffy qui est à l'origine de ces théories. Bertalanffy, biologiste, a présenté dès 1937 le concept de système ouvert qui va évoluer petit à petit vers la théorie générale des systèmes. Bertalanffy, qui est considéré comme le père de la théorie systémique, avait affirmé qu'il y a des systèmes partout. Ceci revient à dire que l'on peut observer et reconnaître partout des objets possédant les caractéristiques de système. Bertalanffy ajoute que pour comprendre des ensembles, il est nécessaire de connaître non seulement les éléments, mais encore leur interaction avec l'environnement. Et donc, quand il est question de l'entreprise en tant que système ouvert sur son environnement, elle doit dialoguer avec ses partenaires, tels que les employés, les fournisseurs, les clients, ainsi de suite. Les entreprises, selon les principes de l'approche systémique, ne doivent jamais fonctionner en vase clos. Leur survie requiert une interaction efficace avec l'environnement qui englobe l'état du marché, les progrès technologiques et les conditions économiques. De ce fait, la théorie générale des systèmes de Bertalanffy
correspondait à une véritable tendance de la pensée managériale moderne. Son approche, elle est considérée comme extrêmement pertinente pour la compréhension des relations de l'entreprise avec ses différents partenaires, mais malgré ses apports, on reproche aux défenseurs de cette approche la difficulté d'opérationnalisation. Maintenant, qu'apporte au management la théorie de la contingence? Comme la vie elle-même, le management fonctionne selon des principes qui n'ont rien d'évident. Étant donné l'immense diversité des entreprises en termes de taille, d'âge, de technologie, il serait en effet très étonnant que l'on puisse dégager des principes qui s'adaptent à toutes les situations et à toutes les entreprises. Chaque cas d'entreprise est différent et nécessite une analyse différente. Ainsi, contrairement au taylorisme, qui s'engage dans la recherche de la bonne solution, les théories de contingence stipulent que la solution peut varier selon la situation. Il est à noter que l'école de la contingence trouve son origine dans les résultats des travaux d'un groupe de chercheurs qui ont effectué des études entre les années 1950 et 1970. Ces études ont analysé les interactions entre certains facteurs comme la structure, l'environnement, la taille, la technologie et les stratégies organisationnelles. Bien évidemment, les facteurs de contingence sont illimités. Le plus important pour les défenseurs de la contingence, c'est que les organisations qui ont des structures internes qui répondent au mieux aux fluctuations de l'environnement s'adaptent mieux et sont plus efficaces. C'est là le côté innovateur des apports de cette école. On peut distinguer deux théories. Des théories qui relient les changements de structure de l'entreprise à des variables internes et des théories qui relient les structures à des variables externes. Pour les variables internes, on trouve la taille, l'âge et la technologie. Pour la première variable, plus l'effectif d'une entreprise est important, plus les problèmes de coordination s'intensifient. De ce fait, la structure organisationnelle d'une entreprise de 50 000 employés peut se révéler plus compliquée par rapport à une structure d'une PME de 50 personnes. Pour la deuxième variable qui est l'âge, une nouvelle entreprise peut être plus flexible, plus prête à s'adapter si elle a une structure souple, comme il peut être sujette à des risques et à des incertitudes si sa structure est mécanique. Pour ce qui est de la troisième variable, qui est la technologie, il s'agit d'une relation démontrée par Woodward, qui a réalisé des enquêtes sur le terrain de 1953 à 1957 afin d'analyser l'influence de la technologie sur la structure organisationnelle. Il distingue trois types de structures: unitaire, de masse et continue. Woodward stipule que les systèmes de production semblables engendrent des structures d'organisation semblables. Chaque structure doit être adaptée à sa technologie. Par exemple, une production en grande série comme dans une entreprise d'électroménager convient à une structure hiérarchisée avec un fort taux d'encadrement, tandis que des productions de type unitaire, comme les produits de luxe, engendrent des structures plus souples. Maintenant, pour les variables externes, il s'agit surtout de l'environnement, et là, on trouve les travaux de plusieurs auteurs, en l'occurrence ceux de Burns et Stalker. Ces deux auteurs ont étudié en 1961
les relations entre certains aspects de l'environnement de compagnies manufacturières et les pratiques managériales de ces organisations. Burns et Stalker défendent le principe qu'une organisation doit changer si son environnement change. On trouve aussi les travaux de Lawrence et Lorsch. Ils sont des professeurs de management à Harvard. Ces deux auteurs approfondissent les idées de Woodward. Ils développent la relation entre l'incertitude de l'environnement et le degré de différenciation ou d'intégration dans l'entreprise. Pour des entreprises qui évoluent dans des environnements instables et peu prévisibles, le degré de différenciation est plus élevé. Et quand l'environnement est plus stable, dans ce cas-là, le degré d'intégration est plus prononcé dans l'entreprise. Par exemple, on trouve aussi les travaux de Misberg, qui est le représentant du courant de la sociologie des organisations, appelé aussi école de la contingence. Misberg a effectué une synthèse de ce courant en montrant que les organisations ne sont pas toutes les mêmes, qu'ils ne sont pas modifiables comme un jeu de Lego et qu'il n'y a pas de réponse universelle aux problèmes rencontrés dans les entreprises. Misberg a de ce fait proposé plusieurs facteurs de contingence. Il s'agit de facteurs comme l'âge de l'organisation, sa taille, le secteur d'activité, le système technique, la stabilité ou la mouvance de ces marchés, ainsi de suite. Les travaux de Misberg reprennent l'idée de Lawrence et Lorsch et généralisent le lien entre la structure et l'entreprise. Misberg affirme que la structure et le fonctionnement d'une entreprise doivent être liés à la nature de l'environnement. Ce lien est sûrement l'apport le plus original de Misberg. Sur ça, je vous remercie et à la prochaine vidéo.